Je me présente, Lucie Mélin, directrice du service aux entreprises à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Je serai votre animatrice pour l'activité de ce matin organisée par notre service d'aide à l'exportation. En quelques mots au sujet de la mission du service d'aide à l'exportation, on a pour mandat de former, de préparer et d'accompagner les entreprises de l'Est de Montréal dans leur développement d'affaires hors Québec. Et ce, par biais de services conseils personnalisés et des activités de formation en commerce international, comme celle qui nous réunit ce matin. C'est donc plus de 200 entreprises que nous appuyons chaque année, et ceci est rendu possible grâce à nos bailleurs de fonds et leur soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que Développement économique Canada. Je souhaite également chaleureusement remercier notre partenaire de ce webinaire, Desjardins. L'activité aujourd'hui prendra la forme d'une discussion avec deux experts du marché vietnamien. Vous verrez dans quelques instants qu'ils maîtrisent plutôt bien leur sujet. Nous sommes ensemble environ pour 75 minutes à discuter du Vietnam et plus précisément comment y réussir vos affaires. Donc, si vous avez des questions, nous vous invitons à les soumettre dans le chat. Sachez que nous avons prévu un temps d'échange à la fin du panel. Avec des relations favorisées et encouragées à la suite de la signature du partenariat intégral entre le Canada et le Vietnam à l'automne 2017, le Vietnam est certainement un marché à considérer, notamment pour ses nombreuses opportunités d'affaires dans des secteurs diversifiés. On parle ici de plus de 9 milliards de dollars canadiens d'échanges commerciaux bilatéraux entre nos deux pays en 2021. Le Vietnam justifie d'une croissance continue au cours des 2 dernières décennies et l'une des plus marquées en Asie sur la période. Qu'on parle d'importation, d'exportation ou encore d'implantation locale, le pays présente de sérieux atouts, notamment dans le cadre de l'accord transpacifique global et progressiste, CPTPP pour ceux qui sont familiers avec l'acronyme. Dans le cadre de partenariats d'affaires, on le présente même désormais comme une excellente alternative à la Chine. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps avec l'introduction. Je vais laisser la parole dans un instant à nos invités, Day Thu Doan Viet et Yen Tran Van, tous deux représentants du bureau de représentation CIC, partenaire de Desjardins, basé à Ho Chi Minh, et qu'il me fait plaisir de vous introduire. Au sein de ce bureau de partenaires de Desjardins au Vietnam, Day Thu et Yen ont tous deux vocation à accompagner les entreprises québécoises et plus largement les entreprises du monde entier dans le développement d'affaires au Vietnam. Messieurs, je sais que l'heure est quand même tardive de votre côté, alors un grand merci pour votre présence parmi nous ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par vous introduire. On va commencer avec Day Thu Doan Viet. Avec une double nationalité française et vietnamienne, Day Thu accompagne les entreprises à l'échelle internationale dans leur développement d'affaires au Vietnam depuis 1995. Son parcours professionnel de plus de 27 ans au Vietnam lui a donné l'opportunité d'intervenir dans de nombreux secteurs d'activité. À titre de conseiller stratégique, financier, investisseur ou encore entrepreneur, son expérience sur le marché vietnamien est très concrète et opérationnelle. À la tête du bureau de représentation CIC, partenaire de Desjardins au Vietnam, il met aujourd'hui son expertise au service d'entrepreneurs européens et nord-américains. Puis notre second invité, Yen Tran Van, est vietnamien d'origine. Il est titulaire d'un MBA franco-vietnamien en administration des affaires. Yen présente depuis un parcours professionnel de 24 ans d'expérience en accompagnement stratégique. À la fois spécialiste en développement des affaires et en stratégie d'acquisition, Yen maîtrise les différents aspects de secteurs d'activité variés, depuis le milieu bancaire jusqu'à ceux de la construction, du retail ou encore de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, au sein du bureau de représentation CIC, partenaire de Desjardins, il met son expertise multisectorielle au profit d'entrepreneurs internationaux désireux de faire affaire au Vietnam. Donc, sans plus attendre, messieurs, la parole est à vous si vous souhaitez ajouter quelque chose que j'aurais oublié dans votre présentation. Sinon, on va commencer avec la première question. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Bon. Merci pour cette excellente présentation, introduction.
Mais avec grand plaisir, merci à vous. Donc, je me tourne vers Deitu pour commencer avec une question macroéconomie. Le marché vietnamien n'est pas un marché forcément naturel pour les entreprises québécoises. Donc, est-ce qu'il serait possible de nous le présenter à haut niveau, s'il vous plaît? Donc, quelques mots sur le Vietnam. Déjà, merci Lucie, tu as déjà présenté le Vietnam dans les grandes lignes. Les relations entre le Canada et le Vietnam ne sont pas inexistantes. L'année dernière, les échanges, les commerces bilatéraux, c'est 9 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas totalement négligeable, sachant que le Vietnam est le pays qui est le premier partenaire du Canada dans la zone ASEAN, incluant Singapour. Un mot pour compléter ta présentation d'avant, et le Canada a investi plus de 5 milliards de dollars sur plus de 200 projets, 215 projets pour être précis, au Vietnam. Donc, il y a déjà un historique d'une présence canadienne au Vietnam. Maintenant, peut-être pour compléter, la raison pour laquelle le Vietnam aujourd'hui apparaît systématiquement sur le radar des entreprises qui regardent l'Asie, c'est fait progressivement. Le Vietnam a pu, pendant les 30 dernières années, développer extrêmement bien ses infrastructures et est un pays qui s'est ouvert considérablement parce que c'est un pays qui a des zones industrielles partout, qui a des accords bilatéraux de libre-échange avec un nombre incalculable de pays et surtout a bénéficié d'une stratégie Chine plus 1 depuis des années, qui s'est accélérée. Chine plus 1, j'entends par là que les entreprises qui sont présentes en Chine ou en Chine, quand vous êtes une moyenne entreprise ou une petite entreprise, même une grande d'ailleurs, vous êtes souvent quantité négligeable. Quand vous faites des commandes, c'est des minimum orders qui sont considérables. Lorsque vous investissez $1 million, on ne vous regarde même pas. Alors qu'au Vietnam, vous êtes rapidement un vrai partenaire. Parce que le pays est plus petit, plus facile à comprendre et avec moins d'impondérables que vous pourriez avoir en Chine. Cette stratégie Chine plus 1 pour compenser le risque chinois d'être tout Chine, ça fait très longtemps que les pays asiatiques le font. Les Japonais, les Coréens, les Taïwanais, les Singapouriens, et l'Amérique du Nord et l'Europe depuis un peu moins longtemps, mais quand même de manière assez importante. Et ça s'est accéléré avec la guerre économique États-Unis-Chine, où on a réalisé très, très clairement la fragilité des relations du reste du monde avec la Chine en matière de chaîne d'approvisionnement, en matière de risque. Quand vous avez des partenaires fournisseurs ou acheteurs en Chine, le jour où ils ferment la porte, et ils peuvent le faire, où il y a des tensions douanières ou autres politiques avec les États-Unis, eh bien, tous les beaux projets sont en risque. Donc, nous avons bénéficié depuis l'époque Donald Trump, qui a été le déclencheur, un investissement massif de partenaires et devenu massif de partenaires avec le Vietnam, qui est devenu un peu la petite Chine sur la région. Et donc, on a une croissance qui est phénoménale. On a une croissance, comme tu disais, Lucie, tout à l'heure, on fait 6-7% de croissance par an depuis 30 ans quasiment. Mais là, la croissance industrielle est devenue encore plus importante parce que, alors ça, c'est une croissance moyenne, 6-7%. Quand on est sur les grandes villes comme Hanoï ou Saigon, les deux grandes villes, Ho Chi Minh Ville, on fait une croissance industrielle moyenne de 10-12%. Donc, on est véritablement dans un pays où de rattrapage et avec des investissements importants dans les infrastructures pour permettre justement de logistique, les exportations et les importations, et l'éducation des gens pour une main-d'œuvre qualifiée, etc. Tout ça, ça a créé cet engouement pour le Vietnam. Ça a créé aussi un marché local parce que ça crée beaucoup de richesses. Et vous avez une classe moyenne qui représente quasiment la moitié de la population. C'est plus de 35 millions de personnes, la classe moyenne. Donc, c'est un marché de consommation aussi. C'est un marché qui est intéressant pour non pas que vendre des machines-outils, mais aussi pour vendre des produits de biens de consommation. Les produits principalement importés du Canada par le Vietnam, aujourd'hui, c'est surtout des machines, des biens d'équipement, du blé, du soja, des produits chimiques, des choses comme ça. Mais il y a aussi un marché de consommateurs. C'est un grand marché de consommateurs. Donc aujourd'hui, le Canada ne s'est pas encore intéressé au Vietnam comme un marché consommateur, plutôt comme un marché technique
ou de produits agricoles. Le Canada achète les produits traditionnels du Vietnam, qui sont le textile, la chaussure, les composants électroniques et puis les produits de la mer. Voilà, les produits en bois aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cœur de la relation économique. Je pense que dans les participants, ça peut peut-être intéresser certains des participants Vraiment. ce matin, pardon, c'est ce soir pour nous, pardon. Oui, 8 heures du soir pour nous. tout à Ce fait. matin. On va y revenir Voilà, un petit donc peu c'est plus pour un peu de tard. redonner un peu le cadre des relations, Super. pour recadrer un peu les relations entre le Canada et le Vietnam et puis placer un peu le Vietnam dans cet environnement qui bouge, qui a beaucoup bougé ces dernières années en Asie. Mais tout à fait, ça dresse un très beau portrait. Puis je vais faire le pont avec l'accord de libre-échange, pardon, avec le CPTPP, qui vraiment est un accord qui a été signé dans le but de toujours agrandir je dirais, ce pont entre le Canada et le Vietnam. Donc, est-ce que Daytou, vous pourriez nous en dire quelques mots et quelles opportunités d'affaires en fait découlent de cet accord pour nos entrepreneurs québécois? Cet accord vous donne de la compétitivité. Vous n'avez plus aucun droit de douane sur 2 tiers des produits que vous pourriez vendre au Vietnam. Et à l'inverse, il y a aussi l'élimination quasiment totale, je crois qu'on est à 95%, 94% à ce jour, des produits importés du Vietnam vers le Canada. Donc, en matière de compétitivité pour du sourcing ou pour vendre des équipements pour vous, pour exporter sur le Vietnam, c'est un avantage certain, c'est un avantage important. Donc, c'est ce que je mentionnais rapidement tout à l'heure. Le Vietnam a fait une diplomatie économique impressionnante, je dois dire, pour ouvrir les marchés. Et on est dans une économie, alors, pour ceux qui sont moins familiers, on est peut-être dans un pays communiste, mais moi je dis toujours, le Vietnam, c'est le paradis de l'entreprise. Vous savez, je vous donner un chiffre qui va peut-être vous surprendre. On a plus de 91%, 92% de la population travaille dans le secteur privé au Vietnam. La moyenne OCDE, oui, c'est-à-dire que 8% dans les structures étatiques et gouvernementales diverses et sociétés d'État. La moyenne de l'OCDE, je crois que c'est 14%. Donc, on est beaucoup moins communiste que les pays dits libéraux. Mais, on est un pays très, très libre. Créer une entreprise au Vietnam, même pour un étranger, ça prend un mois. On enregistre en 15 jours. C'est très rapide. C'est un pays qui est fait pour faire du rattrapage, pour aller vite, créer des entreprises. Ils encouragent le secteur privé. Et les seuls secteurs qui sont protégés, on va dire, c'est qui ne concernent probablement aucun des participants, c'est les grands secteurs stratégiques pour commencer à faire des centrales électriques à produire de l'électricité, pour ce qui est partout dans le monde entier. Vous avez des secteurs qui restent avec une mainmise étatique importante, mais on est un pays qui est très ouvert en fait. Donc ça c'est important. Et le SPTTP, c'est l'accord de libre-échange pacifique, transpacifique, il n'a fait que confirmer ça, et c'est un accélérateur. Donc profitez-en, c'est effectivement une plateforme intéressante pour les échanges de produits entre l'Amérique du Nord et le Vietnam. Et c'est très particulier, vous n'avez pas ça dans tous les pays d'Asie. Super, merci beaucoup Daytou. On va pouvoir finalement aller un petit peu. Est-ce que je peux dire un mot sur la compétitivité, justement sur la Chine? Le coût de la main-d'œuvre, c'est bien parce que la macroéconomie, c'est bien. Moi, je suis un peu un entrepreneur aussi, donc je vais être très concret. Un salaire moyen d'un ouvrier, c'est dans les $240. Alors, je parle en dollars américains, pardon, pas en dollars canadiens. C'est un peu la monnaie de référence ici quand même. Le salaire moyen est 3 fois inférieur à un salaire moyen en Chine, sur la côte est de la Chine. Donc, vous avez un salaire moyen à $240. Le même sur la côte Chine est plutôt à pas loin de 800, 780, entre 750 par là, sur la côte en moyenne. Et pour aller chercher des salaires bas, il faut aller dans l'intérieur des terres en Chine. Et les économies de main-d'œuvre que vous allez faire pour aller dans l'ouest de la Chine, vous allez le perdre en logistique. Parce que l'accès après au port pour la logistique, le train ou les camions, font que de toute façon vous perdez l'avantage compétitif de main-d'œuvre. Donc le Vietnam a aussi cet avantage-là, c'est que, et tout est proche de la mer, si vous n'êtes pas familier avec la géographie, toutes les zones de production sont très proches des ports en fait. On a une façade côtière maritime très importante.
Et par contre, Détou, je rebondis sur le sujet. Par contre, d'après de ma compréhension, ça n'empêche pas un pouvoir d'achat grandissant et une consommation qui s'occidentalise un petit peu. Est-ce que je me trompe? Euh, Toutes les marques de luxe sont présentes au Vietnam aujourd'hui. Euh, oui, parce que même si le salaire moyen des ouvriers reste bas, la classe moyenne a explosé et le pays est jeune. Et là-dessus, vous avez aussi une classe riche qui s'est enrichie sur les 30 dernières années par la privatisation de l'économie, mais de manière légale d'ailleurs. C'est tout simplement la, 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 les gens sont enrichis dans l'immobilier, dans la bourse, dans la banque, et il y a une très grande fortune au Vietnam. C'est un peu la Chine d'il y a 20 ans. Donc on est dans un pays qui est très fébrile de dépenser, d'être citoyen du monde, d'acheter ce qu'il y a de mieux. Vous avez toutes les marques de luxe sont là, les voitures de luxe sont là. Euh, c'est un marché qui est assez impressionnant pour ça. Je pense que c'est ce qui est le plus marquant, c'est l'explosion du commerce d'art de vivre au sens très large de la classe moyenne, de la classe riche. Ah, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Détou. Je connais, c'est Alors, mon cœur de métier. C'est pour ça que je connais, c'est à côté du travail de banquier commercial et de conseil et d'assistance d'entreprise, c'est un de mes métiers, je connais très très bien, effectivement, c'est quelque chose d'important. Et c'est un pays qui devient la deuxième Silicon Valley de la région, parce que la technologie devenait, le Vietnam, tous les Vietnamiens de la diaspora reviennent, ils viennent tous de la Silicon Valley, de la droite et de gauche, et on devient le pays de la start-up. Et le Vietnam, maintenant, devient un peu la ruée. Alors, vous voyez peut-être pas forcément du Canada, mais dans la région, tout le monde sait que maintenant, il faut aller au Vietnam faire des fintech, des startups, c'est le truc partout. Tout le monde travaille dans des coworking space. C'est un pays qui est jeune et qui est très innovant. Et c'est le rêve du Vietnam, c'est de devenir la Silicon Valley de l'Asie du Sud-Est. non, eh ben, c'est la raison pour laquelle on souhaitait mettre ce beau pays de l'avant ce matin. Donc, ben, allons-y avec quelques détails peut-être additionnels, Yen, sur les secteurs porteurs. On sait ici que le secteur agricole représente une partie conséquente des exportations du Canada vers le Vietnam. Parlons un petit peu des autres secteurs porteurs qui présentent en fait des opportunités qui pourraient être encore méconnues pour nos exportateurs québécois. En ce qui concerne les secteurs porteurs, je me permets de réciter sur les plus gros besoins du pays. Tout d'abord, il faut mentionner l'énergie renouvelable, à savoir que dans la structure actuelle de la génération électrique, ça a changé complètement pour tout ce qui est énergie renouvelable. Récemment, on a déjà monté en planning de développement de cette énergie avec 800 MW d'énergie éolienne et puis 850 MW d'énergie solaire. À savoir que en ce qui concerne l'énergie éolienne, jusqu'à présent, c'est ce que j'étais un peu surpris, c'est que les équipements sont d'origine allemande. C'était effectivement Samsung. Hein. Et récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ambassade du Canada au Vietnam. Ils commencent à faire bouger, entre guillemets, les exportateurs canadiens dans ces métiers, c'est-à-dire ils souhaitent travailler avec les entrepreneurs vietnamiens pour l'exportation des équipements et de la technologie dans le secteur éolien. C'est plutôt un bon signe. Et puis, pour l'énergie solaire, jusqu'à présent, il s'agit des équipements d'origine chinoise et de fabrication locale, et les produits d'origine locale vietnamienne, ça répond exactement à ce que les investisseurs dans le secteur de l'énergie solaire ils ont besoin. Donc, ce sont de très bons signes. Je peux mentionner également le besoin en ce qui concerne le secteur de l'environnement. Vous savez qu'il s'agit d'un gros problème du Vietnam vis-à-vis de la Banque mondiale. La Banque mondiale et puis la Banque ADB, ils ont accordé pas mal de
de fonds pour améliorer la situation. Mais jusqu'à présent, c'était un peu mauvais parce que il y a des difficultés au niveau de l'exécution des projets dans le secteur de traitement des déchets solides et puis dans le secteur de traitement des eaux usées. Vous savez que pour les déchets urbains, les déchets solides, le marché, c'était de l'ordre de 33 millions de tonnes, c'est déjà beaucoup. Et puis, il y a à peu près 1,3 milliard de mètres cubes d'eau usée à traiter. Et pour que le traitement des déchets solides et puis des eaux usées, c'était encore très mauvais. Donc, c'est pour cette raison qu'on a toujours besoin des équipements et puis l'introduction des technologies étrangères pour pouvoir aider le Vietnam, pour pouvoir aider les entreprises vietnamiennes à développer ce secteur. Je souhaite mentionner également le besoin en matière d'infrastructure de transport. Tout à l'heure, il a parlé déjà de la croissance du secteur, mais ça reste toujours insuffisant. C'est pour cette raison que le besoin pour les équipements et puis pour les technologies, c'est encore toujours là. Donc, si les entreprises canadiennes ils sont intéressées à venir vendre les équipements, pour vendre les produits, pour vendre les technologies, les Vietnamiens, ils sont ouverts. Je souhaite parler également de la technologie de l'information et de la communication et les infrastructures, etc. Les infrastructures de l'information. Bon, c'est toujours un besoin. Et puis, les Vietnamiens, du fait qu'il a un manque de maîtrise de ces technologies, donc le besoin, il est toujours là. Et puis, le pays, il est toujours ouvert pour accueillir les technologies et les équipements d'origine étrangère, incluant les équipements d'origine canadienne. Dans l'objectif, toujours dans l'objectif de l'industrialisation et la modernisation, récemment, il y a des accords, il y a des rencontres entre les deux gouvernements canadiens et vietnamiens, et le gouvernement vietnamien, il a confirmé son intérêt et son ouverture pour accueillir les investissements et inviter les entreprises canadiennes à s'engager, à se lancer dans le domaine des infrastructures, de logistique et puis de l'industrie de fabrication, parce que, comme je vous ai dit, la technologie dans l'industrie de fabrication des produits et puis dans tout ce qui est énergie propre, c'est toujours un gros besoin. Et jusqu'à présent, les entreprises canadiennes, je sais bien que les entreprises canadiennes sont fortes là-dessus, mais pour de différentes raisons, ils ne sont pas encore pu rentrer sur ce marché, ou bien rentrer déjà, mais à un niveau encore assez modeste. Voilà, c'est une réponse qui, à mon avis, ça peut répondre à votre question. Oui, merci beaucoup Yann. Et effectivement, des opportunités qui pourraient être à saisir. Alors justement, dans la continuité, on a bien compris, bien entendu, que le Vietnam représentait un marché à fort potentiel, mais oui. Apparemment pas forcément simple à pénétrer pour nos entreprises canadiennes. Quelles seraient selon vous les meilleures façons d'accéder à ce marché? Il s'agit plutôt, parce que j'ai déjà travaillé avec l'ambassade du Canada au Vietnam, ils ont indiqué qu'il y a un problème de bonne pratique et puis de culture des affaires, que les entreprises vietnamiennes, ils ne sont pas au courant, ou bien ils sont déjà au courant, mais ça reste toujours un peu confus. Bon, je souhaite insister sur le fait que pour les projets d'approche commerciale classique, je dis classique, c'est-à-dire l'exportation des produits canadiens vers le Vietnam, il y a un des points très importants, c'est comment faire pour assurer la présence locale. La présence locale, je vais essayer d'expliquer. Pour que les entreprises canadiennes, je suis dans le métier depuis 24-25 ans, hein. C'est pour cette raison que ma présentation, ça couvre plutôt les points pratiques. Assurer la présence locale, ça ne veut pas dire qu'il faut investir
investir là-dessus, assurer la présence locale. Ça peut se faire via un partenaire local. Parce qu'un partenaire local, il peut tout faire pour vous. Il va se rassurer d'une bonne communication. Il va rassurer le travail de prospection pour vous. Et ça représente toujours un support local pour pouvoir vous aider à trouver une solution en vue d'atteindre l'objectif de votre projet. C'est une solution qui permet de minimiser les coûts d'investissement initial parce que travailler avec un partenaire local, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'effort, mais sans investir par rapport à une solution de type ouverture d'un bureau de présentation ou bien la création d'une filiale au Vietnam. Je vais en parler un peu plus. Donc, je souhaite insister sur le fait que assurer la présence locale via un partenaire local. Ça, si jamais les entreprises canadiennes, vous arrivez à trouver, à identifier et puis à choisir un bon partenaire local, lui qui va s'occuper de tout le travail, de toutes les activités de distribution pour vous, ça devient le facteur clé de votre succès. Donc, si je comprends bien, pardon? Pardon, Yann, si je comprends bien, simplement pour revenir sur ce point qui me semble quand même très important pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer puis qui auraient naturellement l'envie d'aller s'aventurer, je dirais, un petit peu en direct sur ce marché. Vous, votre recommandation, ça serait plutôt d'être accompagné en local pour un petit peu faire le lien avec d'éventuels partenaires d'affaires. C'est ce qu'on doit comprendre? Oui, c'est ce que je vais mentionner, je vais développer un petit peu tout à l'heure. Un des conseils que j'ai apporté, que j'ai communiqué à nos clients, que ce soit européens ou canadiens, il ne faut pas venir au Vietnam à l'aveugle. À l'aveugle, entre guillemets, c'est-à-dire sans connaître quoi que ce soit sur le marché vietnamien, une méconnaissance des pratiques commerciales locales, une méconnaissance des entreprises ou bien des entrepreneurs vietnamiens. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Ça coûte pour vous et ça sert pas à grand-chose. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir trouver un bon partenaire local et lui, vous n'avez qu'à négocier avec lui sur les conditions commerciales, notamment une petite commission, et puis lui, il va s'occuper de tout pour vous. Je souhaite parler également sur le fait de trouver un partenaire local, c'est pas trop difficile. Effectivement, c'est pas trop difficile. Mais comment faire pour pouvoir coordonner avec lui, avec votre partenaire local, en vue de développer le réseau de distribution, en vue de faire augmenter les ventes. Bon, il s'agit plutôt du travail de support pour la formation et puis de supporter l'équipe de vente. À mon avis, ça permet de développer aux entreprises canadiennes de développer les ventes dans le contexte d'une vision à long terme pour se rassurer de ce facteur de clé de votre succès. Ah, super. L'objectif, c'est quand même de mettre en place des collaborations pérennes, effectivement. Mais ce qui m'amène naturellement à une question pour Détou. La culture, on l'a entendu, Yann vient de nous le mettre de l'avant et à ne pas négliger lorsqu'on fait affaire avec un pays étranger. Et pour ce qui est du Vietnam, dont la culture nous paraît ici assez lointaine, pour ne pas s'aventurer à l'aveugle, est-ce que, Détou, vous auriez des bonnes pratiques à recommander pour éviter les faux pas d'un point de vue culturel? On va dire qu'il y a deux cas. Il y a le cas où vous connaissez déjà l'Asie, vous travaillez en Chine, et vous arrivez au Vietnam et vous prenez les Vietnamiens pour des Chinois. Je pense que là, vous avez une chance entre 0 et 0% de faire du business. Voilà. On est très similaire au marché chinois, à la culture chinoise, culture confucéenne, où on a toutes les mêmes manières, on n'aime pas la perte de face, on a tous les codes, en fait, comme les Chinois.
mais comme on est, vous savez, il faut regarder l'histoire pour la culture. Sur les 2000 dernières années, la Chine a envahi le Vietnam 1000 ans. Donc, on est un pays qui veut prouver qu'on n'est pas chinois. Voilà, c'est simple à comprendre. Donc, en fait, on a plein de particularités qui font que le Vietnam passe au Vietnam. Et l'erreur de la plupart des entreprises qui viennent au Vietnam, c'est qui sont basées à Hong Kong ou qui ont travaillé déjà en Chine. Ils viennent et ils prennent exactement les mêmes démarches qu'ils le font habituellement en Chine et ça ne marche pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, ça, c'est souvent le première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas connaître les codes du tout de l'Asie. Et vous savez, en vietnamien, quand on dit, si on se parle, Lucie, je vais dire oui. Vous allez croire que je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut dire que j'ai bien entendu que Vous vous avez me bien parlez. noté mon point. J'ai bien entendu, non, j'ai bien entendu que vous me parlez. Ah, ok. Ça, c'est oui. Ça, c'est oui. Parce qu'en général, comme les Vietnamiens sont bons négociateurs, si j'ai bien compris ce que vous me dites, je suis déjà en train de négocier. Je plaisante, mais, non, mais des erreurs de langage, des erreurs de traduction. Donc de venir avec. Alors l'avantage, c'est que en Chine, je prends l'exemple de la Chine, ils n'ont pas besoin de parler l'anglais. Parce que de toute façon, et peu de gens parlent anglais. Quand vous allez en Chine, et plus vous enfoncez dans les terres, moins les gens parlent anglais. Même à Hong Kong, beaucoup de gens ne parlent pas anglais. Au Vietnam, de plus en plus, partout où vous allez trouver des interlocuteurs qui parlent anglais correctement, ou qui se débrouillent, ou qui vont trouver facilement un des collaborateurs qui va traduire. Donc ça, c'est pratique, parce que vous pouvez naviguer, même s'il faut avoir des relais, mais vous pouvez quand même, en venant, facilement avoir une relation directe avec les gens. Et ça, c'est important parce que au Vietnam, on est presque très romantique. On aime bien les relations. On aime bien savoir avec qui on travaille. Et alors, pareil, il y a deux types. Il y a le type français qui tourne autour du pot, vous savez, qui tourne en rond, comme ça. On ne dit jamais vraiment ce qu'on pense. Puis il y a le type suédois, c'est à la viking. Bam, on dit des choses comme les Australiens ou les Hollandais, peut-être les Canadiens, je pense. Très direct, très franc, très straightforward. Et ça, beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas avec les Vietnamiens trop straightforward, il ne faut pas trop. Je ne pense pas du tout. Au Vietnam, on aime bien la sincérité. On est comme on est et il faut être naturel. Donc, on va vous donner plein de conseils pour ceux qui ne connaissent pas. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Soyez vous-même, soyez honnête et les gens apprécieront. On est un pays qui est très sollicité. Donc, les gens sont plutôt très à l'heure, bon, on ne perd pas trop de temps quand même. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? On est très pragmatique. Donc ça, c'est pratique. Et vous n'avez pas forcément ça dans tous les pays d'Asie. Et en fait, comme je reviens sur le Vietnam est un pays en rattrapage, donc pour aller vite, on ne perd pas notre temps. On ne prend pas trop les détours. Voilà, donc il y a un petit peu ça. Il y a un mélange de plein de choses et qui sont basées sur le bon sens. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un partenaire. Alors, c'est peut-être pas directement lié à la culture, mais si, et Hien, tu parlais tout à l'heure d'un relais pour les achats, par exemple. Bon, c'est très difficile de travailler ici si vous n'avez pas un bureau d'achat, contrôle qualité. Parce que c'est pas tellement que la langue, c'est aussi la compréhension. Parce qu'on a une culture qui est vraiment très, très éloignée pour beaucoup de choses. Et ce qui est une évidence pour vous ne va pas être une évidence pour nous ici. Alors moi, je suis biculturel, donc c'est plus pratique pour moi. Mais vous n'allez pas forcément comprendre un design, des spécifications sur un produit, sur un projet de la même manière. Ou un délai, un planning. Vous allez donner un deadline pour livrer au 15 janvier. Alors, dans la façon de penser très cartésienne, très occidentale, tout est planifié jour par jour, on fait là, et tout ça, c'est déjà dès les premiers jours, tout le plan de charge est déjà en place. Au Vietnam, il ne va rien se passer, et puis tout va se faire à la dernière minute. Et vous allez vous énerver pendant les 4 semaines qui suivent, parce que qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes en retard, je veux mon rapport, je veux ci. Mais non, parce qu'en fait, on travaille autrement. Et voilà, c'est ces différences culturelles qu'on ne peut pas réconcilier, il faut des gens au milieu. Donc, soit des conseillers, des bureaux d'achat, des gens qui vont vous représenter, des partenaires voilà. Et selon les industries, on parlait de la technologie, on parlait là, vous allez avoir dans le secteur privé que des Vietnamiens qui viennent de l'étranger ou qui ont étudié à l'étranger. Vous avez une jeune génération, les trentenaires aujourd'hui, énormément ont été étudiés en Australie, aux États-Unis et en Europe. Et donc, eux sont totalement comme vous, j'allais dire comme nous, comme vous. Et c'est plus facile. La jeune génération, elle est moderne.
elle est internationale. Par contre, quand vous êtes avec des sociétés d'État, je termine là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué parce que les sociétés d'État ont un système de décision qui est collégial et vous avez parlé à quelqu'un, vous pensez avoir fait un bon rendez-vous, vous avez fait un bon rendez-vous et le lendemain, il faudra passer par quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Dans un rendez-vous, vous n'aurez plein de gens, vous ne savez pas qui est le décideur. Et en fait, parfois, il y a un décideur, mais il ne décidera pas tant que tout le monde n'a pas fait un consensus. Les sociétés d'État fonctionnent un petit peu différemment, ont un caractère un peu démocratique, qui est pas toujours facile à décrypter. Donc là, par contre, effectivement, il faut des partenaires. C'est un peu plus difficile. Si vous êtes sur des marchés publics, avec des partenaires voilà, qui sont les sociétés étatiques, c'est un peu au cas par cas. Et pour terminer sur la culture, vous avez presque 2 cultures au Vietnam. Vous avez celle qui est à Hanoï, entre la capitale politique, Hanoï, et la capitale économique à Ho Chi Minh Ville, vous avez presque 2000 km, 1850, la chose, avec 2 climats différents. On a 4 saisons à Hanoï, on a une saison des pluies, une saison sèche, et il fait toujours chaud à Saigon. On a une culture qui est très sophistiquée, très intellectuelle, très éduquée à Hanoï, très intellectuelle, très complexe à Hanoï. Et vous avez à Saigon, c'est la Méditerranée, je compare avec ce que je connais en Europe, beaucoup plus ouvert, plus direct, plus entrepreneurial, moins intellectuel au sens moins compliqué. Voilà, donc rien que ça déjà, que ce soit pour n'importe quel type de partenariat ou d'achat ou de vente, il faut un peu s'adapter. Le pays est très très long, et donc voilà, vous n'avez pas les mêmes mentalités dans les deux régions, deux grandes régions. Merci Deitou. Je vais lever une autre petite question. Vous qui avez cet aspect biculturel, on sait que le Vietnam a historiquement un lien avec la France. On parlait tout à l'heure de jeunes générations. Moi, c'était surtout par rapport à la culture de la langue française. Est-ce que ça se perpétue avec la nouvelle génération? On avait pour habitude de dire que beaucoup de gens, et je voudrais savoir, est-ce qu'on parle d'une légende ou est-ce que… Oui, c'est une légende. Yann et moi, on est les derniers francophones du Vietnam. Non, la francophonie a célébré le partenariat avec le Vietnam depuis toujours, ce qui est très très bien. Mais il y a une petite élite qui parle français. C'est 0,5% de la population ou 0,8%. C'est moins de 1%, ça j'en suis absolument sûr. Les gens apprennent le français dans les écoles bilingues franco-vietnamiennes, apprennent aujourd'hui. Non pas c'est pas une langue de travail, c'est une langue d'accès à la culture. Donc si vous êtes dans l'industrie de la santé, les pharmaciens, les médecins, vous allez avoir énormément de francophones parce que toute la génération, et on a un secteur médical qui est très développé. La pharmacie, c'est un énorme secteur. Et beaucoup ont étudié en France, avec les coopérations des grands laboratoires pharmaceutiques, avec la coopération scientifique et technique française qui a été considérable. Donc, ça a apporté la francophonie. Dans le secteur juridique aussi, beaucoup d'avocats parlent français. Et vous avez dans le gouvernement, mais plutôt l'ancienne génération, parle encore français, mais pas très bien. Alors, dans la nouvelle génération, tout le monde parle anglais. Le français n'est pas du tout ni langue de travail, ni langue sociale. C'est une langue culturelle qui est plus corporatiste dans certains métiers que j'ai cités. Et le français, et vous avez quelques bonnes écoles françaises qui enseignent en anglais et en français, mais c'est une légende que ce soit un pays francophone. Donc, merci beaucoup Deitou d'avoir levé le voile. Super, on va passer à la suite et puis on va parler maintenant chaîne d'approvisionnement. On disait tout à l'heure que la Chine, que le Vietnam représentait une excellente alternative à la Chine. Game over, vous avez dit Chine au lieu de Vietnam. Game over. Oui, le lapsus. Pardon. Non, j'entendais par là qu'effectivement, on disait tantôt que le Vietnam pouvait représenter une excellente alternative à la Chine.
d'un point de vue approvisionnement. Alors, on était curieux de savoir quel secteur était à privilégier pour la recherche de fournisseurs au Vietnam. Effectivement, c'est pas faux du tout. Et ce qu'on a pu constater, c'est que depuis 2 ans et demi, 3 ans, il y a un gros phénomène de délocalisation des entreprises étrangères et des entreprises chinoises qui ont été implantées en Chine depuis des années et maintenant ils viennent au Vietnam. On a essayé de comprendre pourquoi et puis c'est quelque chose de très évident. Il y a des points, il y a des bonnes raisons pour lesquelles il y a ce phénomène. C'est tout d'abord parce qu'il y a eu des conflits commerciaux que vous savez entre les Chinois et les Américains. Et là, ce type de décision de délocalisation des usines, ils sont venus, ils ont déménagé leur usine pour pouvoir s'implanter dans d'autres pays. Et de manière générale, le Vietnam a été devenu la première destination pour ces entreprises. Récemment, tout le monde sait que Samsung par exemple, Canon, Apple, Foxconn, ils ont eu de très grandes usines en Chine, mais avec des histoires de conflits comme ça, parce que ce sont des produits à l'exportation. Et puis, il y a un problème, notamment le coût de la main-d'œuvre en Chine est beaucoup plus élevé, et puis l'environnement politique, c'est pas très favorable. C'est pour cette raison qu'ils ont déménagé une bonne partie de leur usine pour venir au Vietnam. Par exemple, Samsung, à présent, il y a 65% des produits des smartphones vendus par Samsung dans le monde entier, ça c'est fabriqué au Vietnam. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça la situation. Tout à l'heure, on a parlé également d'une autre raison, c'est le coût de la main-d'œuvre au Vietnam. Ça reste encore très bas. 3 fois moins cher qu'en Chine. C'est une bonne raison aussi. Au Vietnam, il y a une politique stable, une politique d'encouragement des investissements étrangers, notamment les taxes sur les revenus, les taxes de la société, etc. C'est très favorable par rapport à d'autres pays dans la région, même à Singapour, même par rapport à la Malaisie, la Thaïlande, etc. Il y a également, comme il a dit, les zones industrielles pour la fabrication des produits à l'exportation. Avant d'installer ces zones industrielles, il faut considérer les conditions logistiques, c'est-à-dire la distance entre les usines et puis les ports. Donc, le coût logistique et puis l'environnement d'investissement beaucoup plus favorable par rapport à la Chine. Donc, ça constitue une des bonnes raisons pour laquelle il y a un phénomène de délocalisation des usines multinationales et chinoises vers le Vietnam. Et puis récemment, du fait que le marché local vietnamien c'est tout petit, et puis la Chine en tant qu'atelier du monde dans le passé, ce sont des produits à l'exportation. C'est pour cette raison qu'avec la signature de l'accord, du fameux accord CPTPP, les entreprises qui ont décidé de venir au Vietnam, une des raisons, c'est qu'ils vont profiter de cet accord de libre-échange pour pouvoir bénéficier des droits de douane très bas. Voilà, ce sont des bonnes raisons pour lesquelles il y a on trouve il y a un lien avec la chaîne d'approvisionnement. Donc, en 2 mots, pour les importations canadiennes vers le Vietnam, je souhaite vous attirer votre attention sur un certain nombre de secteurs. Tout d'abord, il y a des produits pharmaceutique et cosmétique pour l'importation. Non, pour l'importation, il a déjà dans les données statistiques, les Canadiens ils font l'importation des plantes naturelles et les ingrédients pour la production des produits cosmétiques au Canada. Il y a également des meubles et produits de décoration
D'une part, le Vietnam, il fait l'importation du bois massif, du bois matière première pour l'activité de fabrication au Vietnam. Ensuite, ils font l'exportation vers les différents pays, incluant les États-Unis, le Canada. Il y a également les produits à base de métal, parce que au Vietnam, ce type d'activité, ce secteur, ça se développe très bien. Et puis, il y a également les pièces et les composants de machines. Il y a également un secteur qui pourrait intéresser les entreprises canadiennes, c'est la sous-traitance des produits dans le secteur de textile et habillement, les produits chaussons, les produits de maroquinerie, les produits plastiques et les produits électroniques et logiciels. On a travaillé, pour votre information, on a travaillé avec les entreprises canadiennes, certaines ici, sur le sourcing des produits dans le secteur de PCB, de café électronique. C'est juste pour votre information. Et ça devient une tendance qui va se développer dans les années à venir aussi. Ok, donc c'est quand même des secteurs qui sont très en demande. Ils ne sont pas simplement une source d'opportunités ponctuelles, mais on est vraiment sur une demande forte à l'importation sur ces secteurs-là. Merci beaucoup, Yen. Et puis, allons-y avec justement ces opportunités d'affaires. Dans le cas où on trouverait quelqu'un pour nous accompagner en local et trouver notre meilleur fournisseur, quelles précautions à prendre pour nos entrepreneurs québécois dans le cadre de ces partenariats? Day2. On a évoqué, c'est relativement simple. Dans le cas d'achat, si vous êtes en sourcing, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font du contrôle qualité. Je crois que c'est vraiment la clé absolue. Sachant que le sourcing, il est dans c'est la supply chain et puis le contrôle qualité, c'est vraiment le point clé. À l'inverse, sur la distribution, alors ça dépend de quoi on parle, mais sur la distribution d'équipements, de matériel ou distribution de produits de biens de consommation, pareil, vous avez beaucoup de sociétés de distribution, même beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de sociétés étrangères qui font la distribution, qui peuvent être des partenaires, où là, vous avez justement moins de gap culturel. Dans les produits alimentaires, par exemple, les meilleures sociétés de distribution dans le modern trade et Horeca, hôtel, restaurant, café, par exemple, ce sont des sociétés étrangères. Vous avez des gens comme Classic Fine Food, vous avez Alain Gourmet, vous avez des sociétés qui sont détenues par des étrangers, qui sont des sociétés étrangères implantées avec des réseaux dans toute la région, dans toute l'Asie. Et ça, et qui sont 100% capital étranger. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au Vietnam, on n'a pas dit tout à l'heure, vous pouvez vous implanter à 100%. Vous n'avez pas besoin de passer par des joint ventures. Et c'est très facile. Il y a quelques secteurs où vous êtes obligé de passer en joint venture, mais peu, en fait. La plupart des entreprises étrangères travaillent seules, en 100%, avec des partenaires. Mais vous avez votre capital. Et les impôts sur les sociétés sont relativement bas. C'est probablement le plus bas de toute la région, avec des exonérations les premières années à 0%, puis après à 10%, puis après plafonné à 20%. Donc, c'est très attractif au niveau fiscal. Mais la précaution, c'est effectivement avoir ces relais, soit en contrôle qualité, soit en réseau de distribution. Il faut savoir que pour la distribution, le modern trade n'est pas très développé. On est encore dans le traditional trade. Donc, si vous avez des produits qui vont être diffusés dans tout le pays, vous êtes obligé de passer par des partenaires parce que les moyens pour accéder, les mom and pops, par exemple, c'est énorme. C'est aujourd'hui, le modern trade, c'est moins de 30%. C'est 25%, je crois. Donc, modern trade, c'est les supermarchés, c'est le commerce. Nous, moi, je plaisante, je dis, modern trade, c'est un commerce où il y a la clim. Bon, chez vous, c'est où il y a le chauffage. Mais, et le traditional trade, c'est le mom and pop, où les gens, ils ont leur maison, ils habitent et devant, il y a un commerce, et c'est ouvert, et voilà. Donc, et c'est plus, c'est un énorme marché. Les grands groupes alimentaires ou de produits divers, les Unilever et tout ça, c'est des très grosses importations. Ce marché est un très grand marché pour eux, et ils passent par des distributeurs. Donc voilà, et c'est bien parce que ce sont des portes d'entrée qui sont faciles.
La clé, c'est pas de trouver forcément le client, mais de trouver le distributeur. Merci beaucoup, Deytou. Dans la continuité, moi, je suis vraiment intéressée par rapport à l'implantation locale, la création via la création d'usines ou encore l'acquisition. Ça peut être aussi une option. Vous le disiez tantôt, il y avait des entreprises qui étaient 100% implantées au Vietnam. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, en fait, ça peut être une vraie bonne option et quelles seraient les régions à privilégier dans le cadre d'une acquisition ou dans le cadre d'une implantation locale? C'est pour moi la question? Oui, Deytou, pardon. Oui. Bon, moi, j'ai un background de M&A, de banquier d'affaires, donc je peux répondre facilement à la question. C'est assez facile, en fait. Dans le secteur privé, hein, j'entends. On enlève le secteur public parce que les appels d'offres et le M&A dans le secteur public, c'est plus compliqué. Mais dans le secteur privé, bon, déjà, vous pouvez aller en 100%. Vous pouvez trouver des terrains dans une zone industrielle. L'avantage d'une zone industrielle, si on parle d'implantation, c'est que c'est un one-stop shop. Donc, vous arrivez dans une zone industrielle, vous identifiez un terrain et vous construisez votre bâtiment, vous louez un bâtiment, vous installez. L'avantage, c'est que la zone industrielle vous donne toutes les licences. Vous avez le même interlocuteur qui vous donne toutes vos licences d'investissement, de construction, de toutes les licences d'opération opérationnelles, en fait. Donc, c'est très bien fait et une zone industrielle, c'est pratique. Par contre, c'est un peu plus cher. Si vous allez en dehors d'une zone industrielle, là, le processus, c'est assez clair aussi. Vous pouvez louer. Alors, dans une zone industrielle, vous louez par année, ou par 10 ans, par 20 ans, ou jusqu'à 50 ans. Mais c'est plutôt en général 20, 30, 40 ans. Et vous payez soit au mois à l'année, soit tout d'un coup, là, vous avez des meilleurs prix. Mais c'est assez bien réglementé. Ensuite, en dehors des zones industrielles, il y a énormément d'entreprises, la majorité, en fait, beaucoup, en dehors, et vous louez des terrains où vous achetez. Alors, pour acheter en tant qu'entreprise d'infrastructure, vous ne pouvez pas acheter freehold, vous achetez en leasehold. Donc là, vous allez acheter, si c'est un bon projet, vous avez 50 ans normalement, ce qui est quasiment un freehold. Et sur ces terrains-là, vous passez par les autorités locales. Il y a un département du planning et d'investissement qui vous délivre la licence d'investissement. Vous faites un dossier, il vous donne l'autorisation de créer votre entreprise et d'opérer avec un scope of work, comme si vous alliez à la chambre de commerce, si vous voulez, pour demander l'enregistrement d'une entreprise. Alors, au comité populaire, c'est-à-dire la mairie de la province ou de la ville où vous êtes, ils vont passer par tous les départements. Le département des investissements va passer par le département de l'environnement, le département des finances, le département de la construction, etc., pour valider que le projet il est conforme. Voilà, et il vous donne des licences. Donc, ça peut être un peu compliqué si vous ne savez pas. Et là, il faut passer pareil. Il y a des cabinets d'avocats, des cabinets comptables, audits, qui font ça très bien. C'est pas très cher. Et c'est, une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Moi, demain, je vais à Montréal pour créer une entreprise, je vais m'arracher les cheveux, je sais pas comment ça marche, c'est pareil. Donc, c'est juste que c'est un peu inhabituel et il faut juste s'entourer. Mais il y a vraiment une industrie du service, justement, qui est présente. Vous avez des avocats canadiens, d'ailleurs, au Vietnam. Donc, voilà. Après, le M&A, c'est pareil. Pour faire une acquisition, c'est une très bonne initiative. Rien de parler, par exemple, de tout ce qui est mobilier, par exemple. Tout ce qui est construire le mobilier en bois et tout ce qui est mobilier pour exportation. On a plus de 5000 entreprises dans le domaine du mobilier. Et avec le Covid, beaucoup ont eu des difficultés et se retrouvent sans commande. La reprise du marché américain, qui est un gros marché export pour le secteur du mobilier, n'a pas repris assez vite pour certains. Et vous avez des opportunités de rachat d'entreprises qui sont avec des équipements, avec des lignes de production qui ont du mal et qui seraient contents d'avoir des partenaires. On a une culture au Vietnam du partenaire assez ancienne, parce que c'est comme ça que le Vietnam s'est développé avec des partenaires.
Donc, c'est assez naturel pour une entreprise vietnamienne à un moment donné, soit pour aller plus vite, soit pour améliorer, pour des raisons diverses, ou accéder à des marchés extérieurs, d'ouvrir du capital à des entreprises étrangères. Et ça, c'est si vous avez, par exemple, un très gros réseau de distribution au Canada et en Amérique, aux États-Unis, vous avez, pour travailler avec un partenaire local, c'est quelque chose qui peut être le bienvenu. Et vous pouvez acheter du capital dans une entreprise privée, vous amener du capital intelligent, c'est-à-dire un capital de développement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on trouve plus difficilement dans des grands pays comme la Chine. Super. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, la question. Tout à fait, Deitu, merci beaucoup. Yann voulait rajouter quelque chose. Yann voulait rajouter quelque chose. Oui, je me permets d'ajouter une chose. Il a une question en ce qui concerne les régions à privilégier. En fait, nous avons déjà les données statistiques là-dessus, mais de manière générale, pour en réponse à votre question, les zones industrielles au Vietnam, ça se regroupe par secteur d'activité, notamment le secteur électronique, le téléphone, les machines sont dans le nord, tandis que tout ce qui est textile, produits chaussons, maroquinerie, transformation des produits aquatiques, etc. Ce sont des activités qui sont essentielles dans le sud. Et puis, vous savez que les zones industrielles, la raison pour laquelle il y a une grande attractivité des zones industrielles, c'est parce que dans la politique d'encouragement du gouvernement vietnamien vis-à-vis des investissements étrangers et locaux, vous savez que les impôts sur les sociétés, je me permets de vous dire, c'est très attractif. 0% pour les 2 premières années, 10% sur les 4 années consécutives suivantes. Et puis, les impôts sur les sociétés, c'est le plus compétitif par rapport à tous les autres pays de la région, le plus bas. C'est 20% en comparaison avec 25% en Chine, 30% aux Philippines, 25% en Indonésie et 24% en Malaisie. Donc 20%, c'est déjà un taux sur l'impôt sur les sociétés très attractif. Et puis, c'est la raison pour laquelle il y a des investissements étrangers qui souhaitent venir au Vietnam pour pouvoir en bénéficier. Mais j'ai rajouté quelque chose sur ce thème, sur des régions, justement. Il faut savoir que le Vietnam est par exemple, c'est la plus grande usine Nike ou Adidas au monde sur le Vietnam. Vous avez quand même, c'est pour le textile de confection chaussures, c'est considérable. Dans le domaine agricole, on est le 2e exportateur mondial de café, premier exportateur, on fait 50% du poivre mondial, etc. Donc, au niveau des produits agricoles, notre gros concurrent, c'est la Thaïlande, on a même climat à peu près, et le Vietnam s'est tellement développé, a pris des positions assez fortes, mais on n'est pas très bon sur la valeur ajoutée. On exporte des produits bruts, par exemple café, on exporte des beans, tous les gros trading de café achètent du café vietnamien et puis ils font les blends ailleurs, avec des branding ailleurs. Les produits de la mer, c'est pareil. On vend des produits congelés au lieu de vendre des produits transformés, etc., etc. Donc, c'est vrai que tout ce qui est valeur ajoutée dans la chaîne du sourcing dans les produits agricoles, il y a des opportunités. Et comme on a une croissance industrielle avec les relocalisations, beaucoup de Chine, comme Hien le mentionnait, on a depuis quelques temps, depuis ces dernières années, on est en sous-capacité au niveau logistique. Donc, il y a aussi tout ce qui est lié à la logistique qui a des besoins assez importants parce qu'on a un accroissement considérable. On vient un peu la petite usine du monde. Donc, toute la supply chain, tout ce qui est logistique, il y a des opportunités niches partout. Ce n'est pas forcément de faire des grands ports, etc. Mais sur toute la chaîne, il y a plein de choses. Et c'est en forte demande du fait de cette croissance industrielle pour les exportations. Merci beaucoup, Deitu, pour cet ajout. On arrive déjà à la fin de notre panel. Cette heure est passée tellement vite.